C'est un fait, l'accès à une éducation de qualité est un droit de l'homme soutenu par l'engagement des objectifs du millénaire pour le développement et de l'éducation pour tous, ainsi que par de nombreux autres instruments internationaux, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, les enfants et les jeunes vivant dans des contextes fragiles et touchés par un conflit ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l'éducation. Mondialement, 58 millions d'enfants sont privés d'enseignement primaire. La moitié de ces enfants, 20 millions d'adolescents privés d'éducation dans le monde, vivent dans des pays touchés par le conflit. L'éducation peut renforcer, aggraver et prolonger le conflit. Comment? Prenons pour exemple les livres d'histoire qui perpétuent les mythes, les stéréotypes et influencent négativement contre certains groupes. Un autre exemple, celui d'enfants réfugiés apprenant dans une école pour les réfugiés bien équipés, avec de bons enseignants, alors que la communauté d'accueil n'a pas d'enseignants et que les enfants apprennent en dehors de l'école. L'exclusion est parfois aggravée lorsque l'éducation n'existe que dans une partie stable du pays, alors que les enfants de la zone de conflit sont privés d'éducation pendant des années. Les tensions peuvent monter lorsque le personnel employé pour un programme éducatif ne parle qu'une seule langue, ne représente qu'une seule identité ou groupe ethnique. L'éducation peut promouvoir la paix. Autrement dit, elle peut renforcer les capacités des gens à se désengager des combats et solutionner les conflits de façon non violente. Ceci peut être accompli de plusieurs manières. Par exemple, en soutenant les écoles avec une association de parents et professeurs qui comporterait des membres des deux parties du conflit, ou en encourageant les professeurs à utiliser des méthodes de discipline positive, une pédagogie inclusive, un curriculum juste au sein des classes. L'éducation peut être un instrument pour développer les compétences des générations futures, comme la tolérance entre les gens et les groupes et la solution non violente aux problèmes. Lorsque l'éducation et d'autres formes d'aide humanitaire sont offertes de façon participative, transparente et équitable à chaque groupe des deux côtés du conflit, cela peut contribuer à la paix. En tant qu'acteurs en éducation, nous sommes d'accord pour dire que l'éducation est un droit pour tous les enfants. Nous savons que beaucoup d'enfants vivant dans des pays touchés par le conflit ne peuvent pas jouir de ce droit. Nous reconnaissons que l'éducation peut être une force pour le conflit ou pour la paix, selon le contexte. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons offrir une éducation tenant compte des questions de conflit, ce qui veut dire que nous suivons les 3 étapes suivantes. 1. Comprendre le contexte dans lequel l'éducation est dispensée en étudiant systématiquement et en cherchant les données contextuelles sur le conflit, les acteurs, les dynamiques, ses causes et son profil. 2. Analyser les interactions réciproques entre le contexte et les politiques et programmes éducatifs en se posant des questions telles que: si j'engage des enseignants de cette communauté de langue, quel impact cela aura-t-il sur le conflit? Ou bien, si j'engage cette société de sécurité qui est associée avec une des factions du conflit, cela aura-t-il des répercussions sur la façon dont la communauté perçoit notre agence et notre travail en éducation? 3. Œuvrer pour minimiser les effets négatifs et maximiser les effets positifs des politiques et des programmes éducatifs sur les conflits en s'assurant que la mise en œuvre des services éducatifs n'augmente pas les tensions et la violence. Quelles sont les stratégies pour garantir une éducation tenant compte des questions de conflit? Voici des stratégies pratiques d'après les normes minimales de l'INE et le pacte de l'éducation tenant compte des questions de conflit de l'INE. Tout d'abord, il faut évaluer et analyser le contexte du conflit, prendre en compte les facteurs comme les dynamiques, les acteurs et les causes avant d'ébaucher le programme. Il faut se référer à l'analyse du contexte et du conflit tout au long du cycle de programmation. Le fait d'inclure une variété d'acteurs dans l'analyse du conflit garantira une évaluation diversifiée et juste. Un groupe d'acteurs variés de la communauté éducative peut comprendre des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des associations de parents et de professeurs, des représentants gouvernementaux officiels, différentes ethnies, des groupes sociaux ou religieux, etc.
Mais rechercher des informations n'est pas suffisant. Il faut s'assurer que vous vérifiez méticuleusement les informations que les gens vous donnent en recherchant et en analysant les données séparément par genre, par ethnie, par groupe religieux. Il faut faire la même chose pour chaque groupe important, chaque groupe lié au conflit avec un œil extérieur à l'affût de toute différence entre ces groupes. Utilisez les informations obtenues lors de l'analyse de conflits pour informer et concevoir la stratégie éducative et la programmation. Assurez-vous que le programme, les objectifs politiques, la durée du programme et la sélection des bénéficiaires reflètent les dynamiques du conflit, les acteurs, le profil et les causes. Les contextes touchés par des conflits ou des situations fragiles peuvent être incroyablement complexes. Bien que l'objectif final soit le renforcement des programmes éducatifs et des politiques éducatives, prenez soin de bien suivre et évaluer les conséquences attendues et inattendues des actions de votre organisation. Suivez et évaluez comment les politiques et le programme ont interagi avec le conflit au fil du temps. Est-ce que votre programme éducatif, vos politiques éducatives ou vos actions ont involontairement contribué au conflit? Maintenez les membres de la communauté informés et engagés durant toutes les étapes du cycle de programmation, de l'évaluation à la conception, de la mise en œuvre à l'évaluation. En observant les membres de la communauté qui sont exclus lors de la participation, vous aidera à identifier les tensions potentielles et les déclencheurs de conflits. Vous pouvez aussi analyser les effets que les ressources qui seront allouées ou mobilisées auront sur la relation éducation et conflit. Pour finir, une coordination efficace est cruciale pour atteindre les objectifs du programme ou des politiques. Posez-vous la question suivante. Les acteurs éducatifs sont-ils engagés dans des mécanismes de coordination de l'éducation? Les mécanismes font-ils la promotion d'une éducation tenant compte des questions de conflit? Est-elle juste? C'est en apprenant et en incorporant ce genre de stratégie que nous pourrons garantir des programmes éducatifs et des politiques éducatives tenant compte des questions de conflit. Dans les contextes touchés par un conflit ou en situation fragile, l'accès inégal à l'éducation est souvent cause de conflits. Les réformes éducatives dans les contextes touchés par des conflits est une opportunité pour faire tomber les barrières historiques qui ont privé certains groupes et individus d'éducation pendant de nombreuses années. L'accès à une éducation et à des environnements d'apprentissage protecteurs peut aider les personnes affectées à affronter leur situation et à retrouver une vie normale. Stratégie pour un accès et un environnement d'apprentissage tenant compte des questions de conflit. Quelles sont les stratégies pour garantir une éducation tenant compte des questions de conflit? Voilà quelques stratégies pratiques proposées par le Pacte de l'éducation tenant compte des questions de conflit de l'INE et les normes minimales de l'INE. Pour promouvoir un accès équitable à l'éducation en tenant compte des questions de conflit, il faut envisager les stratégies suivantes. Soutenir les politiques et les programmes d'éducation qui rendent celles-ci accessibles à tous, par exemple aux anciens enfants soldats, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et aux réfugiés, aux communautés d'accueil, aux locuteurs de langues non dominantes et à d'autres groupes préalablement exclus. Surveiller et partager les informations, avec les personnes bénéficiaires et celles qui ne le sont pas, sur les activités en faveur de l'accès et leur interaction avec les dynamiques du conflit, notamment lors des activités de soutien aux groupes préalablement exclus. Éliminer des obstacles à l'accès comme les frais scolaires, l'absence de documentation ou la non-reconnaissance des certificats ou des examens provenant d'autres pays. Considérer les stratégies éducatives qui lèvent les obstacles à l'accès dû à une culture de la violence généralisée, comme la violence basée sur le genre et la violence sexuelle en offrant un soutien psychosocial si nécessaire. Dans les contextes touchés par le conflit, les écoles manquent souvent de sécurité et sont souvent la cible pour le recrutement des enfants soldats ou la base de groupes armés. Cependant, l'éducation peut aussi offrir une protection et du bien-être. Voici quelques exemples de comment dispenser un enseignement protecteur et tenant compte du conflit.
Travailler avec différents membres de la communauté locale pour suggérer des manières de mettre en œuvre les activités éducatives tout en protégeant les enseignants, les apprenants et l'environnement scolaire. Préserver les environnements d'apprentissage et les trajets qui y conduisent de la violence et de l'occupation. Établir un lien entre l'établissement scolaire et les prestataires d'autres services sociaux, exemple psychosociaux, juridiques et de santé, à l'aide de mécanismes de renvoi, système éprouvé permettant aux enseignants d'aiguiller les enfants ayant des besoins particuliers vers les professionnels d'autres services sociaux pertinents. Diffuser auprès des enseignants, des élèves et des parents des informations prenant en compte les dynamiques de conflit et la protection, permettant par exemple de connaître l'emplacement des zones minées et de les éviter, d'identifier les munitions non explosées ou les annonces sur l'escalade de la violence prévues dans la zone. Comment promouvoir ou fournir des établissements et des services d'enseignement qui prennent en compte des questions de conflit. Toute stratégie d'intervention à cet égard doit tenir compte des conclusions spécifiques de l'analyse du conflit, dont voici quelques exemples. Faire participer les différents membres de la communauté et exploiter les conclusions de l'analyse du conflit afin d'éclairer les décisions concernant l'emplacement, la construction ou la restauration du site d'apprentissage. Réaliser un suivi continu des perceptions de la communauté en matière de prise de décision, de planification et de mise en œuvre de la construction afin d'éviter tout déclenchement involontaire de la violence ou d'un conflit. Veiller à ce que la restauration et la construction ne soient pas perçues comme favorisant un groupe plutôt qu'un autre. Dans les situations où la violence est généralisée, tenir compte de la proximité et de l'accès sûr des femmes et des hommes à l'environnement d'apprentissage, aux points d'eau et aux latrines. Distinguer les espaces d'apprentissage à l'aide de limites protectrices visibles et d'une signalisation claire. Identifier le site d'apprentissage comme un environnement protégé au moyen de stratégies comme les codes de conduite scolaire, les accords conclus avec les groupes armés, les barrières de protection et l'entretien de routine. L'accès à l'éducation est aussi important que la qualité de l'enseignement et le processus d'apprentissage. Cependant, la formation des enseignants, le programme scolaire et l'évaluation des résultats d'apprentissage peuvent accroître les tensions dans des contextes de conflit. Voici quelques stratégies s'appuyant sur les normes minimales de l'INE et du Pacte de l'éducation tenant compte des questions de conflit. Un programme scolaire tenant compte du conflit ne favorise aucun groupe et inclut des aspects liés à la paix tels que la réflexion critique, les droits de l'homme, l'éducation à la citoyenneté, la non-violence, la prévention et la résolution des conflits. Pour éviter toute partialité, le programme scolaire doit répondre aux besoins d'apprentissage de différents groupes, comme les anciens enfants soldats, les enfants plus âgés et les locuteurs d'autres langues. Ces besoins peuvent correspondre aux aptitudes de la vie courante et aux compétences professionnelles et linguistiques pertinentes sur le marché du travail et dans le domaine de l'économie. En outre, un programme scolaire impartial doit représenter équitablement les expériences des filles et garçons et des femmes et hommes et mettre en question tout stéréotype existant, qu'il soit sexiste ou portant sur les personnes handicapées. Dans un contexte touché par un conflit, la formation des enseignants, leur développement professionnel et l'appui dont ils bénéficient sont souvent l'occasion d'influer sur la population pour qu'elle devienne plus pacifique, respectueuse et civique. Nous citons ci-après quelques stratégies tenant compte des conflits concernant le processus de formation, le contenu de celle-ci et le soutien aux enseignants. Assurer l'accessibilité de la formation des enseignants aux femmes et aux hommes ainsi qu'à tous les groupes sans discrimination, y compris aux enseignants réfugiés et déplacés. Fournir une formation complémentaire pertinente et adaptée à leurs besoins au groupe, préalablement exclus de la formation des enseignants. La formation suivie par tous les groupes doit être reconnue par les autorités pertinentes.
La formation d'enseignants tenant compte des questions de conflit comprend des compétences en matière de méthodologie participative, de droits de l'homme, de dynamique et de transformation des conflits, de questions d'identité, de citoyenneté responsable, de réconciliation, d'alternatives non violentes et de mémoire historique. Le contenu de la formation tenant compte du conflit doit être renforcé par un suivi continu et normalisé. Par exemple, tutorat entre pairs, soutien des supérieurs, stage de perfectionnement et distribution de matériel. Les processus d'enseignement et d'apprentissage peuvent être des outils aidant la transformation sociale de communautés touchées par le conflit. Toutefois, ces méthodes d'enseignement peuvent, sans le vouloir, véhiculer des idées et des pratiques contribuant au conflit, comme les préjugés et les inégalités. Voici quelques exemples de stratégies tenant compte des questions de conflit pour les enseignants. Utiliser des méthodes qui sont appropriées et ouvertes à tous les apprenants, y compris les enfants soldats réinsérés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les réfugiés, les locuteurs d'autres langues et les enfants, jeunes d'autres nationalités. Parler avec les parents et les responsables de la communauté afin qu'ils comprennent et acceptent le contenu de l'apprentissage et les méthodes d'enseignement utilisées et ne les considèrent pas comme une menace pour l'identité de leur groupe. Sur un niveau plus personnel, dans votre salle de classe, soyez un exemple de non-violence, de réflexion critique, de résolution pacifique des conflits et de respect des différentes opinions. Pour finir, l'évaluation des résultats d'apprentissage peut être source d'opportunités dans des contextes de conflit ou un outil de contrainte. Voici quelques stratégies pour faire en sorte que l'évaluation des résultats d'apprentissage tienne compte des questions de conflit. Réaliser des évaluations justes et accessibles à tous les apprenants, basées notamment sur des traductions, la suppression de contenus impartiaux favorables à un groupe particulier. Assurez-vous que les étudiants puissent avoir accès aux examens où qu'ils vivent. Coordonnez l'action avec le ministère de l'Éducation pour résoudre les questions liées à l'intégration des évaluations, comme la reconnaissance des certificats d'évaluation issus d'autres pays. Le recrutement et la sélection des enseignants tenant compte du conflit sont des moyens clés pour rompre les inégalités et aident à construire une relation de confiance entre la population et son gouvernement. En revanche, si des postes d'enseignants sont attribués à des gens qui soutiennent certains partis politiques ou autres groupes, les tensions entre les groupes peuvent être plus fortes et provoquer d'autres situations violentes. Voici quelques stratégies pratiques inspirées des normes minimales de l'INE et du pacte sur l'éducation tenant compte des questions de conflit de l'INE. Rédiger les lignes directrices de la sélection et des descriptions de postes non discriminatoires et intégrant des compétences propres à la sensibilité au conflit. Sélectionner les enseignants et autres personnels de l'éducation d'une manière transparente, conforme aux descriptions de postes et aux compétences propres à la sensibilité au conflit, en tenant compte de l'acceptation de la communauté, du sexe et de la diversité. Déployer les enseignants d'une manière juste, transparente et équitable dans toutes les régions en ayant recours à des mesures d'incitation, rémunération ou avantages non financiers pour pourvoir les postes sensibles dans des zones mal desservies en raison du conflit. Une rémunération inéquitable peut être un vecteur de conflit, notamment dans les contextes fragiles. Par conséquent, il est crucial que les politiques et les programmes éducatifs veillent à ce que les conditions de travail et les rémunérations prennent en compte les dynamiques de conflit. Toute stratégie doit être basée sur les conclusions de l'analyse du conflit à l'échelle locale, y compris l'examen de la dynamique politique. Prenez connaissance des stratégies tenant compte du conflit. Fournir une rémunération stable et équitable aux enseignants et autres personnels de l'éducation de toutes les régions et de toutes les classes sociales, c'est-à-dire la population locale, les réfugiés et les déplacés internes. Ceci pour éviter les rémunérations incohérentes et irrégulières pouvant susciter le mécontentement et des conflits. Coordonner les systèmes de rémunération et les conditions de travail avec le gouvernement, les ONG, le cluster éducation et les syndicats d'enseignement dans le but de soutenir un système de prestation de services éducatifs stable et à long terme.
Organiser à l'avance la transition en douceur du système de gestion des salaires de l'échelle locale à l'échelle nationale afin d'assurer la continuité du versement et les plaintes qui pourraient mener au conflit. Les mécanismes d'appui et de supervision des enseignants et autres personnels de l'éducation sont cruciaux pour établir un corps enseignant équitable et de qualité. Le soutien apporté au développement professionnel des enseignants et la réponse donnée à leurs besoins ont un effet stabilisant sur le corps enseignant et prévient les griefs qui pourraient contribuer au conflit. Regardons quelques stratégies tenant compte de la notion de conflit. Il est nécessaire de mettre en place des plans de développement professionnel et des processus de certification visant à soutenir les enseignants peu qualifiés ou débutants. Une attention toute particulière doit être donnée aux enseignants issus de groupes préalablement exclus du personnel enseignant. Les programmes de soutien par les pairs peuvent apporter un soutien psychosocial aux enseignants travaillant dans des contextes de conflits sensibles. La supervision des enseignants doit s'effectuer en répondant à des critères de transparence et d'impartialité. L'enseignant, l'employeur et le comité d'éducation communautaire doivent convenir de la description du poste et du code de conduite y afférent. Ces deux documents peuvent servir de cadre à la supervision objective et participative de la performance de l'enseignant. Il convient de coordonner cette supervision avec les parents et les élèves de façon à assurer le suivi des griefs et à garantir qu'ils auront la possibilité de fournir un retour d'information sur la performance des enseignants et du personnel de l'éducation, notamment sur leur prise en compte des questions de conflit pendant les cours. La formulation et la mise en œuvre des politiques éducatives constituent le mécanisme permettant aux acteurs de l'éducation d'assurer l'exercice de ce droit. En revanche, si elles le sont, elles promeuvent la cohésion sociale, une identité nationale acceptant la diversité, une prestation de services équitable et neutre pour tous, ainsi qu'un processus et un environnement d'apprentissage et d'enseignement respectueux. Comment formuler des lois et des politiques éducatives d'une manière qui tienne compte du conflit? Voici quelques stratégies pratiques basées sur les normes minimales de l'INE et sur le pacte de l'éducation tenant compte des questions de conflit. Utiliser l'analyse du conflit et la compréhension des liens entre l'éducation et les sphères sociales, économiques, politiques, environnementales et sécuritaires pour éclairer les orientations de la nouvelle politique éducative. Établir des liens entre les orientations politiques en matière d'éducation tenant compte des questions de conflit et les stratégies de réduction de la pauvreté, les accords portant sur la consolidation de la paix et les politiques de stabilisation, de relèvement économique, d'emploi pour les jeunes et d'inclusion sociale. Coordonner l'action avec un vaste éventail de parties prenantes, y compris des groupes marginalisés et des groupes nourrissant des griefs, afin d'établir un consensus sur les orientations de la nouvelle politique éducative. Évaluer de manière continue comment les différents groupes perçoivent les orientations de la nouvelle politique et adapter la formulation en conséquence afin de résoudre les problèmes soulevés. Développer des politiques à court, moyen et long terme afin de garantir la transformation graduelle et progressive de l'enseignement et la pérennité de l'amélioration des services éducatifs enregistrés pendant la période suivant immédiatement la fin du conflit. La planification et la mise en œuvre d'une nouvelle politique éducative dans un contexte de conflit doivent prendre en compte l'interaction entre l'éducation et les dynamiques du conflit. S'il est entendu que les plans spécifiques varieront en fonction du contexte, la mise en œuvre de la politique éducative doit avoir pour objectif général l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour tous, y compris les réfugiés, les personnes déplacées internes et les groupes défavorisés. Voici quelques stratégies générales tenant compte des questions de conflit qui permettent de planifier et de mettre en œuvre une politique répondant à ces mêmes critères. Mettre à jour continuellement l'analyse du conflit et utiliser les résultats pour renseigner le secteur de l'éducation et les plans opérationnels. Poursuivre le dialogue national participatif en s'appuyant sur un mécanisme de coordination qui rassemble des personnes issues de groupes différents, ethniques, religieux, sociaux, d'âge et de sexe, et de divers acteurs, gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'éducation ou étrangers à ce domaine, locaux, externes, de l'ONU et autres, du pays.
la discussion doit porter sur la manière de réaliser des activités tenant compte du conflit pour tous. Intégrer la planification et la mise en œuvre des activités éducatives à d'autres stratégies nationales, comme les interventions en situation d'urgence, la réduction de la pauvreté et la consolidation de la paix, afin de garantir une meilleure couverture des zones ou des groupes négligés. Renforcer la capacité à long terme des États en matière de planification, de surveillance et de réglementation de l'éducation dispensée par les acteurs non gouvernementaux afin de promouvoir la pérennité de la prestation des services éducatifs et d'éviter les griefs dus à l'interruption de ces services. Planifier les objectifs de l'éducation et de ses futures ressources visant l'égalité d'accès. Vous pouvez atteindre cela en ventilant des allocations du budget, des recrutements et des affectations des enseignants prévus par région, groupes ethniques et religieux, pour mettre en lumière les divergences. Suivre en continu la mise en œuvre de l'éducation afin de déceler tout grief et de répondre à l'évolution des besoins des différentes régions et des différents groupes sociaux sans discrimination.